Alors, je vous présente ce qu'on va faire aujourd'hui. Excusez un peu la voix, j'ai pris froid au salon à Paris. Mais enfin, on essaiera de s'en sortir. Le programme du jour, c'est la fin du cours. Deux parties. La première, la fin des ambiances. Il nous reste le thermique et puis tout le reste, les poussières, le nucléaire, biologique, chimique, enfin, etc. Après ça, on abordera le problème spécifique des TMS. Je vous montrerai ce que j'ai moi comme cours pour les TMS et je vous donnerai surtout la bibliographie d'un bouquin que j'ai reçu hier et qui vient de sortir et qui est une somme sur des interventions en santé au travail qui concernent les TMS et les risques psychosociaux. Vous avez dans ce livre, j'ai commencé à le feuilleter hier soir, mais enfin j'ai pas tout lu, il fait 600 pages, la somme de ce qui se fait et de ce qui est un consensus national, voire international, sur l'abord des TMS en santé au travail. Donc en ergonomie. Après, j'essaierai de terminer, si ça veut bien fonctionner, parce qu'il y a des années où c'est un peu laborieux, en vous présentant une ou deux vidéos de ce qu'on a appelé les pionniers de l'ergonomie, notamment Wissner, que vous voyez un peu quel type de personne c'était, dans une interview qui avait été réalisée au CNAM. Et puis, si on a le temps, on regardera une intervention ergonomique qui a des caractéristiques précises, qui est intéressante, qui a des limites aussi. Voilà, le programme du jour. Vous avez cours après ? Bon, cours de quoi ? Vous savez plus ? C'est bien. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Il y en a parmi vous qui sont allés au salon du matériel à Paris, à part les deux responsables de l'IFMK. Non. Même les représentants, ils vont pas. C'est dommage. C'est important d'aller au salon du matériel parce que vous pouvez fermer la porte là-bas, s'il vous plaît. Ça permet de sentir un petit peu l'évolution de la rééducation. Il y a 7-8 ans, au salon du matériel, enfin, il y a eu des modes, il y a des modes en rééducation. Il y a une année, on avait des lasers partout. Vous entriez, c'était une haie de lasers, on vous faisait chauffer le carrelage. Ça n'a duré qu'un temps. Après, on a eu les power plates. Il y en avait dans tous les stands. Et puis, tout ça, ça a été évacué. L'an dernier et l'année d'avant, mais surtout l'an dernier, il y avait ces gilets plein d'électrodes pour faire de la musculation. Cette année, j'en ai vu qu'un de stand où il y avait un gilet. Donc là aussi, la mode est en train de passer. Donc on se rend compte qu'il y a de sérieuses modes. Et puis il y a des fabricants qui tiennent la route, et puis il y en a d'autres qui se cassent le nez. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que quand on achète du matériel, il y a de la garantie derrière, et il faut savoir un peu ce qui tient la route. Et pas se faire piéger. Aussi bien en informatique pour des logiciels de cabinet qu'en matériel de rééducation. Voilà. Tout ce qui est objet connecté, ça a sa part dans le salon, ça reste encore extrêmement restreint. Ça rentrera, je pense, petit à petit, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que votre génération est très connectée. La génération des gens chez qui il faudrait qu'on l'emploie a beaucoup plus de difficultés. Et c'est pas parce que vous mettez un casque de réalité virtuelle sur les yeux d'une personne de 75 ans qu'elle s'en sort mieux, quoi. Elle appréhende déjà le fait de mettre un casque. Donc vous créez encore un obstacle. Voilà, bon, on reviendra à ça si ça vous intéresse. Mais quand vous serez installé, prenez le temps d'aller au salon. Ça permet d'humer un peu la kinésithérapie. D'accord ? Parce que les pubs qu'on reçoit, les bouquins qu'on reçoit
FMT, etc., qui présentent le salon, ce sont que des commerciaux, ces gens-là. Hein. Ils publient à travers le fric que leur apporte le labo pour qui ils publient, ou le fabricant pour qui ils publient. D'ailleurs, c'est très marrant de les voir sur les stands après. Bon, moi, je connais par exemple un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Zana, qui travaille à l'INRS et qui est enseignant à l'EFOM à Paris. Il avait monté un petit stand au salon, là, c'était marrant, c'était pas vrai, quoi, parce qu'il était au coin d'un truc. Voilà, il avait dû se poser là, histoire d'eux. Il faisait vraiment pas grand-chose, quoi. C'est dommage de voir des gens qui essayent, mais qui n'y arrivent pas. Bon, certaines fois, on se pose aussi des questions, quoi, sur l'ergonomie de la présentation, parce que quand vous avez un panneau, vous voyez, quand vous faites des diapositives de cours, vous verrez, certaines fois, quand on va dans des formations, même certaines formations, là, vous allez voir une diapositive tout à l'heure qui est indigeste. Bon, je sais qu'elle est indigeste, mais je vous dirais de ne pas la digérer et de ne pas la lire, de toute façon. Mais moi, j'ai fait des formations en ergonomie présentées par des profs d'ergonomie, mais qui avaient le culot encore à notre époque d'écrire à la main sur un transparent, donc, et d'écrire en plus comme des cochons, et de mettre ça sur un rétroprojecteur pour faire cours à un amphi d'ergonome. Donc ça la fout mal, quoi. Hein. Il faut essayer de présenter les choses avec un petit peu d'attrait pour que ça accroche au moins au visuel. D'accord ? Donc il faut en tenir compte de tout ça. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. En plus maintenant, voilà, j'ai décroché, vous savez plus non plus, vous dormez, c'est bien. Donc comme ça, tout le monde est content. Bon, allez, on attaque les ambiances thermiques. Alors, les choses à retenir là-dedans, c'est toujours la même chose, hein, dans les ambiances. C'est plus de la culture générale et savoir un peu comment on peut utiliser ça en tant que professionnel dans un cabinet. Vous verrez que ça, c'est important parce que quand on soigne les gens, en général, ils sont dévêtus. Et à partir du moment où vous êtes dévêtu dans un cabinet, il vaut mieux qu'il fasse suffisamment chaud. Alors l'ambiance thermique, c'est une des ambiances, je vous l'ai déjà dit, qui a été scientifiquement appréhendée. On travaille plus actuellement que sur les suites d'une explosion nucléaire, des phénomènes de chaleur dus aux explosions nucléaires. Le reste, on le maîtrise scientifiquement, on sait exactement ce qu'on peut faire et où on peut aller. Alors, quelques banalités rappellent, l'homéothermie humaine, c'est à peu près 37 degrés, avec une préservation du noyau central, le système nerveux central et les viscères, pour permettre le fonctionnement de tout ce qui est primaire dans le corps, et important. Il y a des variations. Alors, ces variations, elles sont extrêmement importantes, hein. La normalité, c'est 28 à 39 degrés, mais on peut avoir des extrêmes, des corps à 10 degrés, qui continuent à vivre, et à 45 degrés qui continuent à vivre aussi. Les échanges thermiques qui se font à partir de régulation. Le système cardiovasculaire dans le sang est un régulateur, d'accord ? Ça, on le sait, hein, je ne vais pas vous faire de formation en vasculaire et en drainage et compagnie. La régulation du débit se fait par vasoconstriction, dilatation, avec des vaisseaux sous-cutanés et des anastomoses artério-veineuses, qui ont un rôle important. Vous savez notamment que quand on fait des liposuctions maintenant, on les fait avec des trocars qu'on enfonce non plus en circulaire, comme on faisait avant, mais par voie, je reviens, je redescends, je reviens, je redescends, justement pour pas faucher toutes ces anastomoses qui entraînaient des infarcts cutanés profonds. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on met des combinaisons qui plaquent la peau pour que la circulation se fasse dans la partie supérieure. Alors, quelque chose que vous connaissez un peu moins, l'évaporation de la sueur à la surface cutanée, ça se calcule. On calcule le débit de sueur, on parle de mouillure cutanée, et c'est fonction d'humidité relative. Bon, ça, ne retenez pas ça, hein, vous le savez que vous transpirez, d'accord ? Simplement, retenez que vous transpirez peut-être plus quand c'est du vent de mer en plein été, c'est-à-dire quand il fait très humide et très chaud. Votre débit, à ce moment-là, de
de sueur est beaucoup plus important. Le frisson, il est en rapport avec le système nerveux végétatif, il est réflexe, mais il a son rôle dans le réchauffement du corps quand on a froid. La production métabolique de chaleur, on en a déjà parlé. Simplement des écarts qu'il faut retenir. 100 watts, c'est ce que vous consommez en ce moment, ça retenez-le. Ça permet de savoir à peu près combien de personnes on met dans une pièce en salle d'attente et ce qu'il faut aérer. À l'effort normal, on est à 3 litres d'oxygène minute pour un sujet normal, mais on peut monter à 7 litres d'oxygène minute chez un skieur de fond. On comprend pourquoi ils arrivent en plein hiver dans des pays froids, torse nu, parce que le métabolisme est tel qu'il faut qu'ils évacuent cette chaleur. Et donc, en créant de la surface d'évacuation, ça favorise. Donc vous voyez, on passe à plus du double d'un sujet normal chez un athlète. Retenez des ordres de grandeur, c'est important pour vous. Alors, les échanges de chaleur, on va les travailler en ergonomie pour arriver à faire des équations, pour savoir exactement ce que dépense la personne. Alors, il y a plusieurs types de dépenses de chaleur. Il y a ce qu'on appelle la conduction. La conduction, c'est une transmission d'énergie entre deux surfaces, de deux corps restant en contact. C'est négligé en ergonomie parce que, quand vous êtes en cours, vous êtes habillé pour l'instant. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on calcule avec des normes, on y reviendra après. La conduction, c'est simplement, vous mettez votre main sur la vitre, entre la vitre extérieure qui est froide et votre main sur la vitre qui a sa chaleur, il y a un phénomène d'échange. D'accord ? La convection, c'était les anciens radiateurs. C'est un flux d'air qui va passer sur le chaud et qui va se réchauffer au contact des résistances qui sont chaudes. D'accord. Mais retenez pas ça, c'est juste de la culture personnelle. Je vous ai dit ce qu'il fallait retenir. Je vous empêche pas de taper, mais ça vous l'avez à l'école, normalement, ce cours. Ok. La convection, vous marquez radiateur, convection, ça suffit. C'est pour que vous sachiez ce que c'est que la convection. Donc c'est un échange par un fluide. Le rayonnement, c'est un peu plus complexe, et c'est les nouvelles formes de radiateurs, les radiateurs rayonnants, d'accord ? Tout ça, ce sont des énergies qui sont positives, et pour le corps, ce qui va être négatif, c'est le dernier, c'est l'évaporation. C'est-à-dire, en transpirant, vous évacuez la chaleur, tout le reste, ça va vous créer de la chaleur. Alors, l'isolement vestimentaire, il intervient dans les échanges de chaleur par convection et rayonnement en les limitant. D'accord ? Le fait que plus vous êtes habillé, moins vous allez échanger, mais plus vous allez avoir chaud. Okay. Alors, on a calculé en ergonomie ce qu'on appelle le clos, qui est l'unité vestimentaire. Et tout ça, ça correspond, un clos correspond à une tenue classique. La tenue classique, c'est des sous-vêtements, une chemise, une veste, un pantalon. Pour un homme, bon, pour une femme, c'est kiff-kiff. D'accord ? Donc tout ça, ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à créer une équation qui nous donne un bilan thermique du sujet. H, le débit de stockage de chaleur du corps, il est dû à M, la production d'énergie métabolique, ça vous le savez, le rendement mécanique du travail étant moins, plus la convection, plus la conduction, plus le rayonnement, mais moins l'évaporation. Bon, retenez simplement qu'on calcule un bilan thermique à partir des échanges du corps avec l'extérieur. C'est amplement suffisant, on ne s'embête pas comme ça. Comment est-ce qu'on mesure l'ambiance thermique ? Alors là, je vous ai plus que simplifié les choses, je vous donne des idées. C'est extrêmement intéressant toute cette partie-là quand on s'intéresse à la thermique, mais c'est très fouillé. On mesure la température de l'air. Bon, ça vous vous doutez bien qu'on mesure la température de l'air. La température moyenne de rayonnement. Bon, pour ça, il vous faut un système de boules qui permettent de calculer ça. On calcule l'humidité absolue de l'air, qui n'est pas la même que l'humidité relative. On calcule la vitesse de l'air.
Et plein d'autres paramètres sont utilisés. Bon, vous savez pertinemment, ils le disent assez à la météo, que quand il y a du vent et qu'il fait 3 degrés, vous avez la sensation qu'il gèle parce que le vent va vous... La vitesse du vent, donc la vitesse de l'air, va vous donner cette sensation de froid plus rigoureux. D'accord ? Alors ce froid plus rigoureux, il est aussi augmenté si vous avez une humidité. Une humidité froide est plus ressentie qu'une humidité chaude. Alors la notion d'équation de bilan thermique, c'est pour approcher évidemment le confort thermique. C'est toujours le but de l'ergonomie, amener le sujet dans une situation de confort. Alors on sait que c'est une notion subjective, mais on a des ABAC qui nous permettent de savoir en fonction d'un environnement type combien de sujets seront satisfaits. Donc c'est facile à calculer, on prend l'ABAC et on dit, ben, si on règle par exemple cette pièce sur 37 degrés, ben, on aura tous trop chaud quasiment. Si on met par exemple 35, il y en a qui se diront, bon ben, c'est chouette, c'est bien, moi je suis bien. Et puis il y en a d'autres qui ça va représenter, mettons 5%, puis il y en a d'autres qui diront, non, non, c'est invivable, moi je veux qu'on baisse la température. Donc quand vous faites un réglage par exemple dans des supermarchés ou dans des machins comme ça, ou dans des bureaux, vous savez grosso modo quel pourcentage de population sera insatisfaite par le niveau de température que vous mettez. Alors, les recommandations, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Parce que ça vous servira dans votre cabinet. Il faut une homogénéité spatiale de la température de l'air. Et pour ça, il vaut mieux éviter un courant d'air dans un cabinet. Il faut que la température soit à peu près la même partout. Il faut une symétrie de rayonnement entre les parois du local. C'est-à-dire que dans un local comme celui-là, mettons que ce soit un cabinet, vous avez un couloir qui va forcément être plus chaud que ce côté où il y a les fenêtres. D'accord ? Et si on met les radiateurs, par exemple, et tous les systèmes de chauffage côté fenêtre, c'est justement pour profiter, pour casser cette différence de température, mais aussi pour profiter de la convection qui est créée par la différence de température et qui amène l'air chaud vers l'intérieur. D'accord ? Vous voyez, il y a souvent des flux comme ça. Alors pour faire ça, on a des caméras thermiques, je ne vous dis pas, ça se mesure, on sait exactement où il fait chaud dans la pièce, si le chauffage est bien placé, s'il n'est pas bien placé, etc. Donc symétrie de rayonnement entre les parois. Symétrie de rayonnement entre le sol et le plafond. Vous n'avez encore pas de petits-enfants en crèche, mais il se peut que vous alliez chercher les enfants de votre frère ou de votre sœur qui sont déjà en crèche. Vous verrez qu'en crèche, c'est insupportable. Il fait une chaleur à crever. Pourquoi ? Parce qu'on chauffe la crèche et on chauffe les haltes garderies pour les petits. Donc la température est calculée au sol. Et comme la chaleur a tendance à monter, c'est l'adulte qui est plus haut qui s'en prend plein les trous de nez. D'accord ? Donc, c'est la même chose que vous faites. Si vous avez un chauffage au sol, par exemple, dans un cabinet, ce sont des chauffages basse température maintenant. Ça vous moyenne à 13-14 degrés le sol, à peu près, en permanence. Mais ça crée forcément un flux de convection qui va aller vers le haut. D'accord ? Et il faut tempérer ces flux entre le haut et le bas. D'accord ? Et pour quelqu'un qui habite au dernier étage, c'est la même chose. Il va avoir en plein été plein de soleil sur la tête, et par contre le plancher sera plus frais. Ok ? Ils font des tables chauffantes d'ailleurs maintenant, avec les mêmes systèmes que les sièges de voiture. Absence de courant d'air perceptible, surtout au niveau du visage. Ça, c'est extrêmement important. C'est important pour vous, parce que si vous prenez un courant d'air, ne serait-ce que dans le cou, quand vous avez une clim derrière vous, et que vous vous faites arroser par la clim, vous pouvez attraper un torticolis, à frigorer, ça c'est pas un problème. Mais si vous êtes sur une table de massage et que vous avez la clim qui vous chatouille le corps des pieds à la tête, c'est très désagréable. Donc faites très attention quand vous mettez une clim dans un cabinet sur la façon dont elle projette l'air frais
sur l'endroit où vous travaillez. Au niveau du visage, c'est beaucoup plus désagréable que partout ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a des récepteurs plus importants et se faire souffler sur la figure, c'est jamais très sympathique. D'accord? L'humidité relative entre 30 et 70% dans la gamme des 18-24 degrés de température de l'air, ça c'est simplement pour vous dire que quand c'est du vent de mer et que tout est poisseux, on n'est pas bien. D'accord? Donc si vous avez une clim, vous descendez à ce moment-là le degré de température, ce qui fait que vous êtes beaucoup mieux que quand vous êtes à l'extérieur. D'accord? Donc vous vous situez entre 18 et 24 degrés. Question sur les ambiances thermiques? Oui, c'est rapide, hein. On cherche une égalité de température à peu près partout et pas trop d'humidité. C'est extrêmement important dans un cabinet, hein, la régulation thermique, vous verrez. Parce que qui dit thermique dit aussi renouvellement de l'air. Hein. On l'a vu la dernière... non, on va le voir après. Le renouvellement de l'air dans un cabinet, c'est important. Parce que les gens transpirent, si vous avez une salle de gym et une salle collective, certaines fois il y a des odeurs corporelles qui ne sont pas très agréables. Et quand vous attaquez le matin avec une rééducation d'épaule où les gens ne se sont pas lavés pendant un certain temps, oui, faites la grimace, c'est ça. Mais bon, c'est pas acquis pour tout le monde, hein, la douche tous les jours. Hein. Moi, en plein été, il y a une dame à la piscine, on les fait rentrer à la douche avant d'aller dans l'eau. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, vous passez à la douche. Ah, mais j'en ai pris une il y a 3 jours. Ah, les gens qui étaient dans la piscine ont toussé. D'accord. Bon, ça laisse rêveur. 3 jours en été. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le thermique. C'est très intéressant. C'est très complexe aussi, hein. Il y a beaucoup d'appareillage pour faire tous ces calculs, mais c'est extrêmement passionnant. Alors, les ambiances chimiques et poussières, ça, il y a plein de choses que vous connaissez. Il y a quelques notions que je voudrais juste réactiver pour certains. On parle d'acrocontaminants. Bon, ce sont des agents agresseurs, les acrocontaminants, d'accord? Ils ont plusieurs formes, et ce sont des poussières, soit minérales, soit métalliques, soit organiques. Ce sont des fines particules, ce sont des brouillards, des fumées, des vapeurs, des gaz. Bon, on a eu il n'y a pas longtemps à Rouen, c'est même pas fini d'ailleurs, une alerte de ce côté-là. Et vous verrez un petit peu à travers ça qu'il y a de quoi faire. Alors les poussières. Ce qu'il faut retenir simplement dans les poussières, c'est qu'on différencie les poussières par leur taille. Il y a les poussières totales, qui ont une taille égale à 100 micromètres. Il y a les poussières alvéolaires qui sont susceptibles donc d'atteindre l'alvéole, un diamètre aérodynamique inférieur à 5 micromètres, avec tous les problèmes de fibrose et de silicose. Ça, c'est important pour des kinés, parce que si vous faites du respiratoire, vous allez faire des aérosols. Et les aérosols, il faut qu'ils aient cette dimension-là en fin de parcours pour pénétrer les alvéoles. D'accord ? Alors j'ai une question à vous soumettre, puisque vous êtes bientôt kiné. Est-ce que c'est important de faire des aérosols à ultrasons? Puisque l'ultrason va fragmenter et pousser les poussières, enfin réduire les poussières de façon extraordinaire. Mais par contre, l'aérosol fait en ultrason, il chauffe aussi le produit. Est-ce qu'on n'a pas une modification de molécules, de produits, quand on chauffe et qu'on envoie ça dans les poumons? Vous répondrez, moi je ne sais pas. Voilà, pour ça c'est intéressant, hein, parce qu'on voit apparaître des appareils justement à ultrasons, et puis après on les voit disparaître, et on ne sait pas pourquoi. Donc pénétration des poussières, vous voyez derrière tout le problème respiratoire qui va être causé par ce genre de choses. On y reviendra. Les risques pour la santé de tous ces acrocontaminants
Ce sont des risques qu'on appelle xénobiotiques. Le produit chimique n'est pas métabolisé par l'organisme, c'est-à-dire reste étranger à l'organisme. Xénobiotique, vous entendrez parler de ça. L'effet létal, c'est un effet qui produit la mort de l'organisme. Et l'effet sublétal, il produit des troubles chimiques et biologiques sans entraîner la mort de façon directe. Alors évidemment, là-dessous, vous allez tout de suite voir apparaître le problème des dosages. Est-ce qu'avec des doses minimes, répétées, on n'arrive pas, à force de sublétal, à créer du létal? Est-ce qu'on ne déclenche pas des pathologies, cancers, etc., qui, malheureusement, entraînent la mort? Les acrons contaminants professionnels, il y a des effets fibrosants, comme la silicose, des effets, bon ça on connaît, un problème respiratoire. Donc vous voyez toutes les maladies professionnelles des mineurs, ça rentre là-dedans. Les effets allergisants, l'eczéma cutané, l'asthme. Alors eczéma cutané, vous aviez, il y a des kinés qui sont allergiques à certaines pommades, donc on ne les passe pas. On a eu un cas de chirurgien qui était allergique au latex, donc il a arrêté, il a fait autre chose. Les effets cancérigènes, l'amiante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avant que l'amiante soit vraiment reconnue comme vecteur de cancer, ça a demandé un certain temps. Les effets toxiques, le plomb, le mercure, le benzène. Le plomb qui existait dans les peintures, les tapisseries à l'époque, on en trouve encore dans certains coins. Regardez ne serait-ce que l'incendie de Notre-Dame qui a balancé plein de plomb dans l'atmosphère tout autour de Notre-Dame et qui crée des problèmes parce qu'on ne sait pas trop comment récupérer ça. La voie de pénétration dans l'organisme, c'est important aussi à savoir. La voie respiratoire par inhalation ou volatilité du produit. Vous respirez simplement ou bien vous mettez dans la bouche. Oral, alors le pipetage à la bouche de produits corrosifs en laboratoire c'est fini, maintenant ils ont des systèmes automatiques pour pipeter dans les éprouvettes, mais à une époque ça se faisait malheureusement comme ça. Transcutané avec les produits liposolubles, bon là il faut vraiment tremper dans le produit un certain temps, pour que ça passe la barrière cutanée, donc c'est surtout les phénomènes de patch. Parce que quand on passe des pommades anti-inflammatoires sur des membres, on peut se demander quelle est la pénétration du produit. Il y a des études qui avaient été faites sur le Voltaren par une équipe de kinés, et le laboratoire, ils avaient publié en disant que ça passait pas du tout. Le laboratoire a dit non, votre étude est pas bonne. Alors les kinés ne sont pas dégonflés, ils ont dit écoutez, on refait l'étude avec vous, mais on publie. Et le laboratoire n'a pas voulu le faire. Alors qu'en fait, ils avaient quand même fait pénétrer la pommade au niveau d'une cheville avec un ultrason. Donc normalement l'ultrason, vous mettez sur un tendon d'Achille, vous sentez la vibration de l'autre côté, ça passe, il n'y a pas de souci. Et ils avaient fait des ponctions dans le creux poplité au niveau sanguin pour récupérer du sang de temps en temps pour voir s'ils retrouvaient des molécules d'anti-inflammatoires. Ils n'ont jamais retrouvé une molécule d'anti-inflammatoire. D'accord, donc continuez à passer des pommades si ça vous intéresse, mais ça vous fera du bien à la tête et à celui du patient, mais l'effet thérapeutique il laisse largement rêveur. Voilà. Les problèmes oculaires, produits corrosifs ou irritants. L'œil est vulnérable et souvent les gens ne sont pas équipés de lunettes de protection. Alors le produit, quand il rentre en contact avec le corps, il va avoir des cibles dans le corps. Et alors il cible soit les fonctions, soit les organes, soit la molécule. Les fonctions, ça sera la fonction reproduction, système immunitaire. Les organes, le foie, le rein, le poumon, le système nerveux. Et au niveau moléculaire, ça entraîne l'ADN entraîne une génotoxicité qui entraîne une cancérogénèse avec l'existence d'enzymes inhibiteurs. Par exemple, pour les fumeurs, vous savez que les fumeurs, si vous fumez,
et que vous avez des gosses, vous transmettez une modification génétique à vos enfants qui font qu'ils seront beaucoup plus facilement fumeurs. Il y a des choses qui sont prouvées. Non, ne notez pas ça, notez qu'il y a des cibles simplement pour les produits, c'est amplement suffisant. Hein. Alors les risques pour la santé, et ce qui est intéressant là, c'est de voir que les risques, et c'est tout le débat de Rouen, hein, est-ce que ce qui s'est passé, il y a un risque pour la santé des gens qui sont sur place, par exemple. Alors, le risque, c'est la toxicité, c'est le résultat plus ou moins néfaste que peut exercer un xénobiotique en entrant en contact avec l'organisme. Le risque qui peut être aigu, c'est un effet dans un court laps de temps après une dose unique. D'accord ? En fait, ce temps, il est donné par la phase subaiguë, vous allez voir après. La phase subaiguë, c'est pendant 14 jours à 3 mois, vous êtes en contact avec le produit, et pendant 14 jours à 3 mois, vous allez avoir, après dose unique, une manifestation des choses. Effet chronique ou à long terme, une exposition à plus de 90 jours. Donc 3 niveaux d'exposition avec 3 façons de gérer le risque. Retenez simplement qu'il y a, je vous dirai ce qu'il faut retenir après là-dessus. Il faut avoir une idée simplement que quand les gens vous parlent à la télé, ce qu'ils disent est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on va vous dire il y a un risque aigu, ça veut dire que le risque il est là maintenant et c'est extrêmement important. D'accord ? Il y a un événement dans une centrale, vous avez plus qu'à bouffer vos plaquettes de sel et attendre confiné que ça passe, quoi. D'accord ? Chronique à long terme, bon ça c'est plus Tchernobyl, hein, où on a été arrosé, mais le nuage s'est arrêté à la frontière. Hein, il a pollué simplement les forêts, les sangliers, le gibier, les lapins, tout ça, mais pas les hommes. Donc c'était merveilleux. Et les chasseurs qui ont bouffé les gibiers ont bouffé des sangliers radioactifs. D'accord ? Ceux qui sont allés faire les confitures de groseilles et de framboises et de mûres et de tout ce que vous voulez qui traînent dans la nature ont mangé de la confiture qui était radioactive. Donc c'est une exposition qui va durer plus longtemps, là. D'accord ? Risque pour la santé, ça dépend aussi de la quantité par poids d'organisme que vous allez ingérer. Alors, il y a différentes doses. On parle de concentration létale, la CL50, qu'on détermine, ou la DL, dose létale, 50. C'est-à-dire que la dose létale, c'est la dose qui entraîne la mort. D'accord ? Expression mathématique qui entraîne la mort de 50% de l'échantillon. Si vous avez écouté un petit peu les informations comme vous le faites maintenant, le procès du Mediator, vous savez qu'avant de faire les médicaments sur expérimentation humaine, on les fait sur des bestioles. Ben, le Mediator avait entraîné quand même une dose létale 50 de l'échantillon des souris à l'époque, avant d'être proposé aux humains. Donc il n'aurait jamais dû passer la barrière là aussi. Non, mais retenez pas tout ça, hein. Vous affolez pas. Alors, comment s'exprime la toxicité d'un produit dans l'organisme ? Il y a plusieurs phases. La première phase, c'est la phase d'exposition. Vous absorbez le produit. D'accord ? Le xénobiotique se présente et vous l'absorbez. La deuxième phase, ça s'appelle la toxicocinétique, c'est le transport de ce produit dans le corps et sa distribution. C'est-à-dire s'il doit aller frapper les centres nerveux, ça va sur les centres nerveux. Si ça doit aller dans le foie, il va aller dans le foie, etc. Il s'arrêtera là où il doit s'arrêter. La phase 3, c'est la toxicodynamique, la biotransformation, intoxication, interaction. C'est-à-dire que là, il va prendre son ampleur et agir avec l'organisme dans lequel il est en place. La phase 4, certaines fois, l'élimination à travers l'urine ou son excrétion. D'accord ? Donc, ingestion,
transport, toxicodynamique, c'est-à-dire l'explosion du produit, son action, et puis après son élimination. Les effets sur la santé, ils vont être liés à plusieurs choses. La concentration de toxiques dans l'air. Il est certain qu'on n'a pas été trop touché par l'explosion de Rouen. On l'a été beaucoup moins que ceux qui habitent à côté de la boîte. D'accord ? Donc plus on a de produits toxiques dans l'air, plus la concentration du toxique est importante, plus on a de chances d'être touché. L'intensité de la charge de travail. Évidemment, si vous avez un travail physique, vous allez ventiler davantage, donc vous allez absorber davantage de produits, si ce produit est volatile, par exemple. La nature chimique et l'état physique de certains composés. Bon, si c'est un produit qui est dur et pas volatile et que vous respirez à côté, vous avez peu de chance, si vous n'entrez pas en contact physique avec lui, d'être touché. D'accord ? La granulométrie des particules, ça on en a parlé dans la diapo de la granulométrie alvéolaire. Pour aller aux alvéoles, il faut que ça ait la taille pour passer la barrière. L'existence de différentes voies de pénétration dans l'organisme, il est certain que si ce produit a plusieurs voies d'entrée dans l'organisme, il est plus toxique que s'il a une seule voie d'entrée. Les effets sur la santé, ils sont aussi liés à la sensibilité individuelle. Il y a des gens qui ont des allergies à certains produits, et s'ils sont mis en contact avec ces produits, c'est beaucoup plus pénalisant. Ça dépend aussi de l'hygiène générale de l'opérateur. S'il est tabagique, alcoolique et médicamenté, il est plus vulnérable. Vous savez actuellement que dans les opérations, quelqu'un qui est alcoolique et tabagique a plus de chances de moins bien cicatriser que quelqu'un qui ne boit pas et ne fume pas. Donc ça a un effet important. L'exposition à un seul ou plusieurs polluants, ça varie aussi l'impact sur la santé. Et ça simplement par comment ça s'appelle ? Par phénomène de quand on prend plus de 5 médicaments actuellement, on ne maîtrise pas en pharmacodynamique les effets des médicaments entre eux. D'accord ? Donc quand vous voyez certaines ordonnances de patients, ordonnances à rallonge, vous vous dites c'est pas possible, quoi. On maîtrise rien. Au-delà de 5 médicaments, on est incapable de maîtriser les interactions entre les produits. Donc, pour les contaminants, c'est la même chose. Les agrocontaminants, vous avez plusieurs polluants, et qu'est-ce qui se passe entre eux ? C'est aussi le problème de Rouen. Il y a plusieurs produits chimiques, ces produits chimiques entre eux interagissent et créent autre chose qu'on ne connaît pas. Il faut voir comment ça interagit. Parce que ça interagit en fonction de l'air, de la température, des produits qui sont mis en place, etc. D'accord ? Il y a des variables là-dedans qui font que les choses évoluent différemment. Il n'y a que les journalistes pour vouloir tout de suite une réponse à tout. L'exposition à d'autres contraintes, la température, l'humidité, j'en ai déjà un petit peu parlé à travers l'exemple. La pollution humaine, alors la pollution humaine, c'est le rejet de CO2. On utilise ça en ergonomie simplement pour la ventilation des locaux, parce que bon, là on a une pièce qui est fermée, mais on est peu nombreux et c'est suffisamment ventilé. Mais il y a des gens qui travaillent en pièces blanches, par exemple, et il faut à tout prix que ces locaux soient ventilés. Alors il y a des locaux à pollution non spécifique ou seule présence humaine, des locaux à pollution spécifique,
avec Xénobiotique, ça rentre dans des articles du Code du travail, c'est très structuré, très encadré. Les gens qui travaillent à Lyon sur la recherche sur les virus, etc., sont dans ce type de locaux, sont des locaux complètement fermés, étanches, avec des filtres partout sur les rejets. On ne peut pas se permettre de rejeter des cochonneries dehors, ni d'en faire absorber aux opérateurs. Donc sachez que c'est très réglementé. Le reste sur le CO2, vous l'avez déjà vu quand on a fait les choses précédemment. Vous voyez qu'on ventile un peu plus quand on est au travail que quand on est au repos, mais ça semble tellement évident. Alors les locaux, évidemment, sont calculés, le renouvellement de l'air est calculé, donc 15 mètres carrés pour des locaux à travail physique léger, donc ventilation naturelle. Des fenêtres accessibles, 24 mètres carrés pour les autres locaux, donc plus vous avez des locaux importants, plus il faudra ventiler. Ça dépendra du travail que vous faites. Vous avez des exemples de débit ventilatoire en ventilation mécanique pour un bureau 25 mètres cubes, pardon, oh là là, 25 mètres cubes heure. En restauration, il vous faut du 30 mètres cubes heure. En locaux avec travail physique léger, 45 mètres cubes heure. Donc ça, c'est une salle de gym chez un kiné, d'accord ? Et après, vous avez d'autres locaux, travail physique important, à 60 mètres cubes heure. D'accord ? Donc sachez simplement qu'il y a une réglementation qui existe et qu'il faut en tenir compte. C'est extrêmement important, même dans un cabinet de kiné, de ventiler vos pièces et de pouvoir les ventiler. Parce que quand vous avez une personne qui a une odeur corporelle très forte, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit « je rentre pas dans cette pièce, ça sent mauvais ». Et c'est vrai que ça sentait mauvais, mais bon, en plein hiver, vous ouvrez la fenêtre, vous en avez pour 10 minutes le temps que réchauffer la pièce, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Mais pensez, quand vous créez quelque chose, à vraiment faire en sorte d'avoir ce type de réflexe, de penser à ça. Les locaux à pollution spécifique, bon, ça j'en parle pas plus, c'est pas la peine. Oui. Alors, dans les locaux à pollution spécifique, retenez simplement qu'il existe des valeurs, mais pas de réglementation. Donc, on a des valeurs, des temps limites. Là aussi, on va ramener ça à 8 heures de travail. Par rapport aux valeurs d'exposition, il y a des valeurs limites d'exposition et des valeurs moyennes d'exposition. Donc, on va dire, si cette personne reste dans ce local pendant tant de temps, elle va absorber tant de particules, donc on va faire en sorte qu'elle sorte se reposer et qu'elle récupère un petit peu. Et ce laps de temps, il y a des abacs, c'est calculé, il n'y a pas de souci. Voilà une diapo qu'il ne faut pas présenter, d'accord ? Parce que c'est compliqué. C'est simplement pour vous dire qu'on calcule, ne retenez que ça, on calcule les valeurs limites au niveau des plafonds, au niveau de la peau, etc., en fonction du temps d'exposition. D'accord ? Mais bon. Les risques pour la santé de l'introduction d'un acrocontaminant sont des risques mutagènes. Bon, retenez simplement qu'il y a des risques mutagènes. Et ça, c'est extrêmement important. Ces risques mutagènes, ils peuvent être définitivement acquis par le génotype et transmissibles. Donc, et le phénotype aussi. Les risques cancérigènes, c'est une augmentation de fréquence de la division cellulaire, ça vous le savez. Donc l'apparition de cancer suite à l'ingestion d'acrocontaminants. L'OMS a sorti un tableau, et ce tableau, c'est une référence actuellement. Vous verrez que... comment ça s'appelle là, les sulfates dont on a parlé pour les agriculteurs. Savoir si ça déclenchait des cancers. Le procès qu'il y a eu aux États-Unis d'un agriculteur qui avait mis ce produit, le glyphosate. Voilà. Quand on range un produit,
on le range dans ces groupes-là. Donc le groupe 1, il y a un risque de cancer pour l'homme, un risque qui est avéré. Donc là, personne ne discute, on le sait. Le groupe 2 se divise en deux zones. Un risque de cancer probable pour l'homme. D'accord ? Alors probable, c'est pas sûr. Le groupe 2B, c'est risque de cancer possible. Vous voyez qu'entre probable et possible, ça répond à certaines normes. Et c'est pas qu'un jeu de mots. Derrière, il y a toute une recherche qui est faite, mais qui fait qu'on ne sait pas où le classer encore pour l'instant. Groupe 3 ne peut être classé, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a aucune donnée, pas suffisamment de données épidémiologiques pour référencer le produit. Et le groupe 4, il n'y a pas de risque de cancer pour l'homme, ça on en est sûr. Bon, vous verrez souvent apparaître dans les négociations sur les produits ce type de référence à l'OMS. Et sachez que ça correspond vraiment à des données pertinentes, mais que dans ces données pertinentes, entre le probable et le possible, d'accord, il y a ce que Kouchner appelait la gestion du risque. Et si le risque existe, pourquoi le courir, quoi. Voilà. Bon, on va faire une pause là. Alors, sur les agrocontaminants, tout ça, c'est vraiment de la culture. D'accord ? Sachez que c'est quand même un pan extrêmement important de l'ergonomie. Dans tout ce qui est biochimie, dans tout ce qui est pétrole et compagnie, il y a énormément de travail là-dessus. Hein. Question ? Non ? Bon, allez, faites une pause de 7 minutes, on regarde les TMS après.
Allez, on va reprendre. Bon, là-dedans, il y aura beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Et vous allez voir que le problème des TMS est un problème important, mais quand on commence à publier des bouquins de cette épaisseur-là sur des synthèses sur les TMS, ça veut dire que l'abord des TMS commence à se réduire considérablement parce qu'il y en a de moins en moins. On peut faire un tri, et vous allez voir qu'il faut beaucoup trier dans les TMS, comme dans les risques psychosociaux. Alors, les TMS, troubles musculo-squelettiques, ça s'appelle, je vous l'ai déjà dit, lésions attribuables au traumatisme répétitif au Canada. Ça fait partie de toutes les maladies en HIT, tendinite, etc., qu'on voit apparaître dans les cabinets. Ce sont des ça fait toujours référence à un traumatisme répétitif. Alors, répétitive strain injury, cumulative trauma disorder, etc. Tout ça sont des expressions qu'on trouve quand on travaille sur les TMS. Donc, des vocables différents, mais derrière le vocable, c'est toujours un problème de sémantique, il y a souvent des significations différentes. Hein. Les Canadiens, eux, ils disent lésion attribuable au travail répétitif. Nous, on note simplement que c'est un traumatisme, un trouble, mais on ne dit pas que c'est à l'origine un problème de travail répétitif. Parce que si vous dites que c'est un problème de travail répétitif, ça veut dire que vous n'avez pas pris ça en compte au moment où il fallait et vous avez raté l'étape avant. Et vous allez voir que ça, c'est une des grandes différences entre certains pays européens. La définition des troubles musculo-squelettiques, bon, je vous en ai parlé, troubles musculo-squelettiques, donc atteinte du squelette, mais derrière ce trouble, il y a vraiment un grand trouble qu'il va falloir essayer d'éclaircir. Les TMS, c'est un problème d'envergure, mais depuis 10 ans, la pénibilité au travail, elle a diminué dans le monde ouvrier. Elle diminue pourquoi? Parce que y a des automatisations qui se font. L'intelligence artificielle, elle commencera toujours à toucher la caissière du supermarché plutôt que le cadre organisateur. Donc la TMS, elle va diminuer considérablement et de plus en plus diminuer. Parce que le travail pénible, on n'a aucun intérêt à l'entretenir. Et tous les gens qui travaillent dans ce domaine de l'informatique et pour diminuer la pénibilité au travail, le feront et ça touchera essentiellement ces gens-là. Par contre, et là je vais relier les TMS à autre chose, les tensions psychologiques dans le travail sont beaucoup plus importantes actuellement et ça c'est quelque chose qui monte, les risques psychosociaux dans le travail, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant et dont il faut tenir compte. Bon, l'exemple récent, c'est cette directrice d'école, au Lila ou par là-haut, qui se suicide. Bon, il y avait peut-être des interférences personnelles avec le décès de ses 2 parents, mais dans la lettre qu'elle laisse entendre quand même que le travail qu'elle fait la tue. Voilà.
Tout ça parce qu'il y a ce qu'on appelle des laisses électroniques. Hein. Quand vous êtes cadre, vous avez un mail et votre mail est arrosé même le week-end. Hein. Il y a des phénomènes de subordination à l'entreprise. Il y a un manque d'autonomie, certaines fois, qui est prégnant et qui fait que les gens ne supportent plus. Et ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup plus dans le travail des cadres que dans le travail des opérateurs ouvriers. D'accord ? Donc ça, bien prendre en compte, TMS, oui, d'accord, mais risques psychosociaux plus importants. Les conséquences des TMS, ben évidemment, c'est essentiellement, dans le monde du travail, le problème des indemnisations et le problème de qu'est-ce qu'on fait des opérateurs touchés. C'est-à-dire, vous êtes atteint de TMS, est-ce que vous pouvez à nouveau retravailler sur votre poste ou est-ce qu'il faut envisager un reclassement ? Les caractéristiques des TMS, c'est le résultat d'une surutilisation. Vous avez un geste répétitif, donc vous faites toujours la même chose, vous surutilisez des groupes musculaires. Il y a un développement progressif de la pathologie. C'est insidieux au début, c'est à bas bruit, et puis petit à petit ça monte, et quand il y a le feu, ben, ma foi, c'est trop tard, il est là. Il y a une efficacité de la prévention, ça on le sait, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Quand on prévient les TMS, on est efficace. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une multicausalité à l'apparition des TMS, que ce n'était pas uniquement le geste, d'accord, mais que le geste, s'il était répétitif, il était aussi contraint par le temps, contraint par l'équipe. Je vous en ai déjà parlé dans les chaînes de canards. Quand on éviscère les canards, quand on ressort les magrets, bon, tout ça, ce sont des gestes répétitifs. Il y a un travail d'équipe, les choses arrivent devant vous. Si vous ratez votre coche, vous vous pénalisez par rapport à l'équipe. Donc, cette sensation de se pénaliser par rapport à l'équipe, ça entraîne un stress. Et ce stress est facteur, lui aussi, d'aggravation des TMS. Je reviens simplement sur développement progressif et je vous renvoie à la courbe contrainte-déformation. Ne l'oubliez pas. Hein. Petit à petit, à bas bruit, ça monte, on est dans la zone limite, et puis à force de jouer dans la zone limite, et ben la détérioration se fait, la récupération ne se fait pas, parce que il y a 5 jours de travail dans la semaine, et de ce fait-là, on déclenche le phénomène de TMS. Alors, je passe toutes les interrogations qu'on peut avoir sur les TMS lombalgie. Est-ce que la lombalgie est propre au travail ou pas propre au travail? D'accord? C'est tout le problème de la reconnaissance des TMS et c'est ce qui a fait la difficulté. Dire que si j'ai mal au dos, c'est parce que je travaille dur, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites en dehors du travail? Et est-ce que ce que vous faites n'engage pas l'apparition de pathologies au niveau, par exemple, lombaire? D'accord? Donc ça fait partie des interrogations. Et ces interrogations, on les nettoie à travers tout ce qui est clinique. Je vous ai dit qu'à la SNCF, par exemple, maintenant, quand vous rentrez, vous avez un audiogramme obligatoire pour être sûr que c'est pas dans votre travail que vous avez acquis une baisse d'acuité auditive. D'accord? On bilante les gens pour être sûr que s'ils sont comme ça au début, c'est pas dans le travail qu'ils l'ont fait, donc l'indemnisation ne tombera pas systématiquement. Quand sont apparus les premiers symptômes des TMS, ça on le demande évidemment au sujet quand il est touché, et quelle est l'évolution. Alors les zones d'atteinte de la pathologie, c'est les tendinites, les ténosynovites, tout ça on connaît, bursite, canal carpien, cervico-brachialgie, dorsalgie, lombalgie. Tout ça, ça fait référence à un tableau dont je ne vous ai pas marqué le numéro. C'est à la sécurité sociale, vous le trouverez, si ça vous intéresse. C'est normé, on sait que ça fait référence au tableau des TMS et que ça en fait partie.
Il y a des pathologies qui ne font pas partie des TMS. Donc sachez que c'est très encadré parce que derrière, il y a l'indemnité, derrière, il y a l'accident de travail, parce que c'est considéré pour l'entreprise comme accident de travail, et qui dit accident de travail dit forcément augmentation des cotisations, URSSAF, donc c'est pas rien, quoi. Alors, il est certain que, en dessous de mon cabinet, j'avais un Lidl, et les caissières de Lidl montaient souvent pour des problèmes de tendinite de Kervin, etc. Ce sont des métiers où on passe les machins devant des lecteurs. C'est passionnant, mais dites-vous bien que ça, c'est bientôt fini, quoi. Si vous allez chez Decathlon, c'est déjà fini. À Decathlon, vous mettez vos affaires dans un bac et c'est un lecteur laser ou des lecteurs laser qui vous calculent le prix. D'accord, l'opérateur qui est là est juste là pour vérifier à peu près le nombre d'objets et voir si ça correspond au nombre de lignes sur la facture, quoi. Donc vous voyez que l'évolution du travail, elle se fait. Et de ce fait-là, on élimine pas mal de pathologies. Alors les causes, elles sont multifactorielles, on l'a dit, il y a 3 marqueurs importants quand même. Il y a l'intensité du travail, l'intensité du geste. Il y a la fréquence à laquelle ce geste est répété. Et il y a la durée, pendant combien de temps vous allez répéter ce geste. Est-ce que vous allez le répéter 8 heures, etc., 15 heures? Je vous avais raconté les histoires de Moulinex, là, des femmes qui étaient attachées sur leur siège comme opératrices. Et l'ergonome qui était intervenu là, mais bon, c'est ancien ça, mais enfin c'est révélateur quand même. Elles étaient à la chaîne, donc attachées sur leurs accoudoirs, et pour faire le même geste le plus précis possible. Et en fait, l'ergonome leur a dit, mais attendez, vous êtes complètement rivés au siège, on va faire en sorte de vous détacher. Ah non, 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 faites surtout pas ça, parce que, vous comprenez, quand la chaîne s'arrête, je peux plus travailler. Alors que si j'ai des mains libres, je pourrais aller chercher l'appareil précédent pour le traiter et l'envoyer à ma collègue. Vous voyez? Donc il y avait une nécessité chez cette femme de faire un temps de pause, mais ce temps de pause, elle se l'octroyait quand le tapis roulant tombait en panne. De ce fait-là, tout le monde était au repos. Ils étaient au repos attachés, mais ils étaient au repos quand même. Et ils préféraient ça au fait d'avoir leur liberté de mouvement. D'accord? Donc il faut faire très attention. Quand je vous dis la tâche est importante, il faut saisir la tâche. Il faut vraiment voir ce que c'est qu'on leur demande et analyser leur comportement par rapport à la tâche, comment ils s'approprient la tâche, parce que ça va jusque-là aussi. Donc intensité de l'effort, c'est plus ou moins important. L'intensité, elle est développée, bon, je vous ai parlé des histoires de couteau, souvenez-vous. L'intensité d'un geste, il est en rapport avec le matériel que vous utilisez. Si votre couteau n'est pas aiguisé correctement, votre intensité gestuelle va être beaucoup plus importante. Donc la fatigue va être plus importante et l'apparition de TMS sera plus fréquente et plus rapide, plus précoce. Bon, la fréquence, on se doute bien que plus ça travaille et plus le rythme est important, plus c'est difficile. Et la durée du travail, je sais que c'est passionnant. La durée du travail aussi est importante. D'accord ? Les contraintes posturales, la définition de la posture, je vous renvoie à la définition de la posture, donc où on bouge quasiment pas, fait que on déclenche plus facilement des troubles musculo-squelettiques. C'était le syndrome de la secrétaire. En tapant sur l'écran, elle bouge très peu ses épaules et elle a des muscles hauts qui sont fatigués. La force, l'effort, la charge musculo-squelettique a son importance. Le travail musculaire statique, je vous ai déjà dit ce qu'on en pensait en ergonomie, donc il faut l'éliminer au maximum. L'exposition aux pressions mécaniques, dans l'usage d'outils, si on a le temps et si ça fonctionne, vous verrez que certaines fois,
on a des choix d'outils et la pression mécanique de certains outils est beaucoup plus difficile à supporter que d'autres. Les chocs et les impacts qu'on a avec l'outillage qu'on utilise, les marteaux-piqueurs, pour vous donner un autre exemple d'un gars qui écrit là-dessus, qui est professeur d'ergonomie au CHU, enfin d'ergonomie, médecin de médecine physique à Nantes. Il a travaillé sur le sécateur des vignerons. Et il a fait sa thèse sur les sécateurs. Et il a inventé le sécateur pneumatique, ce médecin. Et pour qu'il y ait moins d'impact gestuel. Les vibrations, évidemment, sont délétères. Et le froid, également. La notion de froid est délétère. Donc ça, c'est essentiellement sur la gestuelle qu'on aborde le sujet, les causes. Il y a d'autres causes. Il y a des causes organisationnelles. Quand on parle de charge de travail, de cadence, ça veut dire que l'entreprise a créé son cheminement, son process de façon telle que l'opérateur doit s'y plier. Donc, il faut, en tant qu'ergonome, qu'on analyse ce process de fabrication, qu'on voit un peu comment est organisée cette entreprise, quelle charge de travail elle demande, quelle cadence elle impose, d'accord ? Quels horaires de travail elle demande aussi à ses opérateurs. Est-ce qu'il y a des possibilités de changement technologique dans ce process de fabrication ? Et évidemment, derrière tout ça, il y a dans quel environnement social on travaille. Et quand je dis social, derrière, je vois poindre l'économico-politique, mais il ne faut pas se leurrer qu'il faut aussi aller fouiller là-bas pour arriver certaines fois à modifier le système organisationnel. Le fait de modifier certaines fois l'organisation, ça vous permet d'éliminer les charges de travail, de réduire la charge de travail, de diminuer les cadences, d'introduire des temps de pause dans les horaires de travail, même si l'horaire de travail ne change pas. Les changements technologiques, c'est rien, certaines fois. C'est simplement modifier la position d'une table qui va modifier un geste d'opérateur, ce geste étant délétère au niveau lombaire, par exemple. Alors la prévention, c'est dans les TMS, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si on pond des bouquins comme ça, c'est justement pour et à l'usage des professionnels préventeurs, d'accord ? Pas seulement thérapeutes. Alors la prévention, ça part de la surveillance de la santé des opérateurs, évidemment. Ça part également de la surveillance des facteurs de risque. Qu'est-ce qui risque d'entraîner des TMS dans ce type de poste de travail? Et qu'est-ce que je peux faire en tant qu'ergonome avant de mettre quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer déjà la situation? Et évidemment, toute action de prévention va avec une évaluation de cette prévention, des résultats de cette prévention pour voir si on a été efficace ou s'il faut encore corriger. Donc, ne pas oublier d'évaluer ce qu'on fait pour voir si ça améliore les choses. Alors, les TMS et l'ergonomie, l'ergonome, il a une approche globale. Si en tant que kiné, on a une approche nez dans le guidon sur une ténosynovite, en ergonomie, on va s'intéresser évidemment aux gestes du sujet, mais aussi à son environnement de travail, à son poste de travail, à l'entreprise, aux données socio-économiques de l'entreprise, à l'organisation de l'entreprise. Et il faut remonter très haut. Certaines fois pour faire bouger les choses en bas. Donc il nous faut des leviers pour agir sur les conditions de travail.
Et ces leviers, on peut aller les chercher jusqu'à la direction de l'entreprise pour leur dire qu'il y a des soucis et leur montrer, ne serait-ce qu'au niveau économique, par exemple, que traiter efficacement, être préventif sur les TMS, ben, c'est une source d'économie. Et ça se calcule actuellement. On sait à peu près définir quel niveau d'économie on va faire. Donc quand il y a un investissement qui paraît énorme et que vous mettez un chef d'entreprise, si vous investissez ça, vous allez avoir un retour avec une baisse de vos cotisations URSSAF de temps. C'est extrêmement important parce que lui, son deal, c'est ça. D'accord ? Chacun a la lecture de l'entreprise en fonction de son poste et il ne faut pas oublier cette vision. Donc agir sur les conditions de travail, agir non seulement au niveau de l'opérateur mais aussi au niveau du personnel. Avoir sur un poste de travail des rotations de personnel sur des postes différents, ça oblige certaines fois à avoir des compétences un peu multiples, mais permettre aux gens de changer de poste, ça les évite de répéter en permanence le même geste. Donc ça a un levier là aussi sur la formation de ces gens-là. Évidemment, derrière ça, le suivi des opérateurs atteints. Qu'est-ce qu'on fera d'un opérateur atteint en fonction de ses compétences ? Voilà. Et il y a d'autres leviers dont je ne parle pas ici. Vous voyez que derrière cette étude sur les TMS, il y a ce qu'on appelle une remise en cause de l'activité, de l'amélioration des conditions de travail à la qualité de vie au travail. Et on améliore les conditions de travail. Et ça, c'est une vision des choses, mais on peut aussi améliorer la qualité de vie au travail. C'est une vision beaucoup plus globale et qui s'applique beaucoup plus à l'entreprise qu'à un poste de travail. Donc, quel prisme on va avoir nous en tant qu'ergonome et nous en tant que thérapeute, parce qu'on peut avoir aussi ce prisme avec des chefs d'entreprise, quel prisme on va avoir dans cet abord? Quelle évolution de manière de voir, de manière d'agir, hein, on peut s'interroger. Du prescrit au réel, remise en question de l'activité. Rappelez-vous la diapositive sur la tâche réelle qui est le final, l'activité réelle, okay, et la tâche prescrite qui est ce que demande le patron au début avec les 4 filtres qu'on peut mettre en évidence. Évolution de la place et du contenu de l'activité. On peut aussi s'interroger sur justement quel sens a ce poste de travail dans l'activité, dans sa dimension conceptuelle, c'est-à-dire quand je conçois ce poste, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que le process de fabrication ne peut pas me l'éliminer simplement? À ce moment-là, je vais travailler sur le concept de façon tout à fait différente. Opérationnel et politique. Vous voyez qu'on peut monter dans la politique au sens gestion de l'entreprise, hein, pas politique politicienne. Donc, remise en question de l'activité à travers les TMS. Voilà la différence, je vous disais, au niveau français et certains autres pays européens, mais je crois que c'est beaucoup plus parlant. Excusez-moi, je pousse un peu plus loin. Les TMS et les maladies professionnelles, on est à 88% de TMS dans les maladies professionnelles en France. En Espagne, 75%, en Italie et en Belgique, 69%. Et quand on regarde les pays scandinaves, sauf la Suisse, on est à moins 20%. Quand on voit ces statistiques-là, on s'interroge sur la démarche qu'ont ces pays, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande et la Suisse. Et on comprend cet écart dans l'abord qu'ils ont des TMS. Je reviens là, retenez simplement cet écart, hein, les chiffres on s'en fout complètement. En fait, il y a 2 types de reconnaissance. Il y a des pays où l'opérateur exposé dans son travail
reconnu par un consensus. On sait que l'opérateur est exposé dans son travail au TMS et c'est reconnu par un consensus social qui définit la liste des maladies professionnelles. D'accord. Donc en Allemagne, par exemple, on vous dira si vous faites ce métier de caissière, forcément, vous avez des risques de maladies professionnelles et vous serez traité en conséquence déjà avant de commencer votre travail. Et puis, il y a des endroits où l'appréciation concrète du lien de causalité entre la pathologie et le travail est à faire. Et ça, c'est la France. Vous voyez, quand on dit troubles musculo-squelettiques, il faut montrer que ces troubles musculo-squelettiques, ils existent bien dans le travail, et pas quand vous allez faire du VTT et que vous êtes conducteur à la SNCF, et que vous dites j'ai une arthrose du pouce ou j'ai mal au pouce, une tendinite de Kervin qui fait que... voilà. Alors que ça n'a rien à voir avec votre boulot. D'accord ? Il faut faire preuve de la causalité entre la pathologie et votre travail. Alors que le consensus allemand, autrichien, danois, etc. est beaucoup plus intéressant de ce fait-là. Alors il y a des lignes directrices qui ont été transmises sur les TMS par les associations internationales de sécurité sociale. Évidemment, quand vous avez des démarches au départ qui sont de cet ordre-là, avec des écarts de cet ordre-là, vous imaginez bien que des lignes directrices entre un pays allemand et un pays français, ça fait le grand écart certaines fois. Hein. La prévention des risques professionnels, ben, chez nous elle existe, mais elle existe souvent a posteriori, très peu en antériorité, alors que chez les Allemands, la démarche est beaucoup plus antérieure. Promotion de la santé sur les lieux de travail, mais ça aussi, c'est à faire. Retour au travail et réintégration professionnelle, évidemment, c'est ce qui est souhaitable après les TMS, mais il faut pouvoir le réaliser, et ça, c'est pas toujours facile à réaliser. Dans le diaporama, je reviens, pardon, ne soupirez pas. C'est bon ? Sécurité sociale. Ou équivalent, hein. Vous avez ensuite une liste, je ne vous la lis pas, de références des gens qui sont intervenus dans des études sur les TMS et le secteur de la santé. Vous vous y faites référer si ça vous fait plaisir. Je vous donne lecture quand même de ça parce que j'aime bien. Le bon salarié n'est pas celui qui est efficace dans son travail quotidien, c'est celui qui demain peut demain faire autre chose, maîtriser la grande variété de situations, s'intégrer sans revendication dans des équipes de configuration diverses. Vous voyez que c'est une façon de sortir l'opérateur d'un geste répétitif en le valorisant, en lui donnant une autre possibilité d'action, d'activité, et une autre possibilité d'intégration dans des équipes avec des rencontres différentes. Serge Volkov, c'est le directeur de recherche des centres d'études de l'emploi, je vous en ai déjà parlé, il a beaucoup écrit sur la retraite. Voilà, vous avez l'autre version, Clos, Yves Clos, qui est psycho du CNAM, qui lui s'interroge sur le ressort sur lequel il faut agir durablement et tirer les forces des spécialistes, des dirigeants, des syndicats pour arriver à leur faire prendre conscience de la chose. Alors évidemment, le but de l'ergonomie, ça a été toute une recherche, une course-poursuite entre les équipes ergonomes de laboratoire, de sortir une grille de méthodes qui permettent de faire avancer le schmilblick pour identifier les TMS possibles et puis évaluer les... Ne notez pas ça, ça n'a pas d'intérêt.
évaluer ensuite l'apport de l'intervention sur les situations de travail. Alors, il y a des tas de méthodes, et ces méthodes, ben, vous avez ici une somme. Alors, je suis désolé, hein, je l'ai reçu hier, ça a été édité il n'y a pas longtemps. C'est un recueil. Alors, vous avez quand même dans ce bouquin, pour ceux qui bossent sur un mémoire de TMS, un répertoire à la fin. Je n'ai lu que la table des matières, où ils font référence au TMS membre supérieur, TMS membre inférieur, TMS rachis. Ça, c'est intéressant. Et ce livre collecte en fait toutes les méthodes et toutes les démarches qu'il y a eu, aussi bien en ergonomie qu'en épidémiologie du travail, donc ergonomie, santé au travail. Il collecte tout, il évalue tout, et il a permis l'essor d'un système d'évaluation qui est reconnu au niveau national et qui est utilisé. Donc vous avez actuellement, ça vous pouvez le noter si ça vous intéresse, l'ARACT et l'INRS et l'ARACT qui ont permis l'édition de ce bouquin. Mais l'ARACT, c'est l'INRS surtout qui a permis ça au niveau édition. L'ARACT a édité un manuel beaucoup plus pratique sur la prévention des TMS et les évaluations des TMS. Donc je ne peux rien vous dire de plus là-dessus, c'est tout frais. La manutention au travail. Alors je vous démonte ça parce que je vais démonter là derrière ce qu'on a appelé l'école du dos. Il y a eu l'école du dos, il y a eu l'école du périnée, il y a eu l'école des femmes. Il n'y en a qu'une qui n'a encore pas existé parce qu'on n'ose pas le dire. Bon, l'école du dos, on l'a utilisée en entreprise. Le résultat, au bout d'un certain temps, c'est que ça ne sert à rien. C'est du fric qui est perdu. Pourquoi ? Parce que si c'était si simple de dire aux gens, pour ramasser une caisse par terre, il suffit de plier les genoux et de se relever en poussant sur les jambes et pas relever avec son dos, tout le monde le saurait. D'accord ? Seulement, quand on est en activité, il n'y a pas que le programme physique du geste qui compte, il y a aussi la notion de temps pour l'exécuter, et on se rend compte que quand on n'a pas le temps de faire les choses, mais on les fait mal, et on les fait trop vite. Et c'est dans cette vitesse du geste que se passe le problème. D'accord ? Donc l'école du dos, elle se plante complètement là-dessus, parce qu'elle fait abstraction de tout ça. Alors vous avez toujours la colonne qui apparaît, oui d'accord, c'est très physiologique. Mais bénéfice à long terme, c'est pas moi qui le dis, c'est la Sécu qui l'a financé, c'est zéro. D'accord ? Donc si vous avez un jour à intervenir en entreprise, faites-le peut-être en entrant avec l'école du dos en état d'esprit, mais tâchez de sortir de ça en vous disant il faut peut-être aussi susciter chez l'entreprise un regard sur le temps de travail. D'accord ? C'est la même chose que les cartables pour les gosses. Depuis qu'on nous serine tous les ans, les kinés vont dans les écoles pour peser les cartables, leur dire comment il faut les tenir sur le dos, etc. etc. Hein ? Chaque année, on répète les mêmes choses. Non, il y a des moments où il faut s'arrêter, quoi. C'est utile ou ça l'est pas. Qu'on évalue un peu les choses. L'école du dos, ça a été évalué. On sait que ça donne rien, donc on passe à autre chose. Et on développe les choses un peu autrement. D'accord ? Question sur les TMS. Vous savez tout, c'est bien. Bon, retenez que les TMS, c'est quand même quelque chose qui disparaîtra rapidement parce que on essaye de changer les process, on essaye de modifier les choses. Le rôle de l'ergonome, si vous voulez, de façon caricaturale, quand on intervient sur les TMS, c'est de dégager ce qu'on appelle des laps de temps dans la gestuelle pour permettre au corps de récupérer. Ce n'est que ça. Aussi bien au niveau organisationnel qu'au niveau opérateur, on va introduire de la temporalité de repos. C'est-à-dire le process, on va le modifier, on va y introduire des pauses. Certaines fois, on fera en sorte que les choses, le déplacement des opérateurs leur permette de souffler.
Donc, introduire des temps de pause pour permettre une récupération. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le TMS. J'aurais à vous en dire plus peut-être l'année prochaine, mais je ne serai pas là, j'espère. Alors, je vais essayer de vous passer Alain Wissner. Au début, je vous ai parlé d'Alain Wissner. C'est le monsieur qui a mis en place l'ergonomie en France, l'ergonomie de langue française. C'était un monsieur... Alors, faut trouver... Touc. Oui, tu sais avec quoi il passe? Oui. Je vais essayer. Il est dans la boîte. C'est peut-être ça qu'il faut choisir. Enfin, Il j'essaye avec démarre le premier, pour voir ouais, c'est pas grave. si ça marche ou pas. Non, en tournant, Ça charge. j'ai pas de stéthoscope, mais. Alors pour votre culture générale, je vous ai dit que l'ergonomie était issue de, comme la kiné, à peu près de la guerre. D'accord? C'est très similaire comme démarche. Les gens qui sont rentrés dans l'ergonomie étaient empreints d'un idéal humain qui est très en rapport avec un courant de philosophie qui s'appelle le personnalisme d'Emmanuel Mounier. Tout ça, ça vous dit rien. Bon. Mais c'est pas grave. Le courant philosophique du personnalisme, c'est la personne humaine d'abord, le système après. Donc, vous avez ce souci permanent chez... Tu vas t'asseoir ? Non. Chez les premiers ergonomes français qui ont vécu un brassage au moment de la guerre, dans la résistance, et qui ont vu, et Wissner le dit très bien, ils ont vu les dégâts que faisaient sur la santé, le travail.
Maintenant, on parle de pénibilité. À l'époque, la pénibilité au travail, c'était quelque chose qui était normal. Maintenant, ça nous semble anormal. À ce sujet, si jamais vous avez une télé chez vous, il y aura sur Arte une émission qui s'appelle Pénibilité, Travail, Salaire, qui est intéressante. Ce sont 3 épisodes qui se passeront et ça pose un peu la problématique du travail. Si ça marche pas, je vais essayer là. Ouais, j'ai peur qu'il n'arrive pas de se dévier, je sais pas pourquoi. Attends, peut-être que là, je crois qu'il arrive vers un autre truc. C'était où? Ah non, il va pas. Il va pas le prendre. Merci. Non, pas ça. Allez, cocotte. Ah. On va réfléchir. Ah, mais j'ai pas de wifi, ça va pas passer. Non, j'ai pas le wifi, ça marchera pas. Bon, désolé, ça passera pas. J'ai pas de wifi, j'ai pas le wifi de la fac, donc on va bientôt finir. Je vais vous demander de prendre un petit papier, comme au début. Allez, on arrête de bavarder, on prend un petit papier. Comme au début, je ne vous demande pas 3 kilomètres. Je vous ai dit qu'un ergonome proposait quelque chose et qu'à la fin, il y avait quelque chose qu'il fallait faire qui était extrêmement important, c'était d'évaluer. Donc je vous demande 2 choses. Comment trouvez-vous le cours dans son contenu et dans son contenant, dans sa forme et dans son fond? Donc mettez bien comment trouvez-vous le cours dans son contenu et dans son contenant?
n'écrivez pas un roman, hein. Non, les TMS, il n'y a pas de question sur les TMS. D'accord? La question des TMS, elle se fait à travers les courbes contraintes de déformation, des choses comme ça. Le diaporama TMS, c'est juste de la culture générale. D'accord? Autre question? C'est gentil. Merci. Bon, il n'y a pas de question. Moi, j'ai une proposition à faire à un ou deux kinés, si jamais ils veulent s'installer. On accueille dans notre cabinet un ou deux assistants, ou tantes. Voilà. C'est bon? Bon courage!